tu as commandé un mimosa au Montalembert, comme si tu étais dans ton resto de brunch préféré à Washington. Sérieux? Quel mal y a-t-il à ça? C'est le stéréotype même du beauf américain à l'étranger. À croire que tu n'as pas voyagé dans le monde entier. Son huile à barbe luisait. Quand il avait commencé à se laisser pousser la barbe, des rougeurs qui me démangeaient étaient apparues sur mes joues. Je lui avais dit que j'étais allergique à son huile. « C'est sûrement tes hormones », avait-il répondu. Il n'avait pas changé de marque d'huile, et, chaque fois que nous avions fini de faire l'amour, il me regardait me lever pour aller me laver le visage. Je détestais cette huile à barbe. Elle sentait le moisi. Mes doigts tremblaient. Une chose longtemps enfouie en moi venait de surgir, munie de griffes. « Tu es fâché parce que j'ai commandé un mimosa ? » Je ne comprends pas. « Ce n'est pas parce que je te fais une remarque que je suis fâchée. » J'aime le mimosa. Je n'ai pas joué un rôle en adéquation avec l'image que tu as de Paris, simplement parce que tu cherches à impressionner une Française. Je vois. Tu me fais le coup condescendant du mépris de classe. Comment ça? Pendant un instant, je me demandais si j'avais tort, sans savoir en quoi, au juste. Il me faisait douter de mon droit à être en colère. Comment ça? Répétai-je. Il tourna les talons, et j'entendis le cliquetis de la porte de la chambre. Il l'avait fermée à clé pour me tenir à l'écart, pour repousser cette personne qui s'était rendue sinistrement coupable d'un crime en commandant un mimosa à Paris. Je passais la nuit sur le canapé au fin matelas et me réveillais tôt dans une pièce baignée de lumière froide. Tandis qu'il préparait du café en silence, je réservais un billet d'avion pour Washington. J'envoyai un message à Omelogore pour l'informer que je quittais Paris le jour même et que tout était terminé. « Je t'aime », répondit-elle. « Appelle-moi du taxi. » C'était fait. L'annoncer à Omelogore rendit la chose réelle, et dans ma tête, j'entendis le sortilège se rompre. J'avais tenu si longtemps, et maintenant, alors que je lâchais prise, j'étais surprise de la rapidité avec laquelle un mystère peut tomber en poussière. Il n'y avait en moi aucune volonté vacillante, aucune peur. Nous sommes amoureux, et puis, nous ne le sommes plus. Où l'amour s'en va-t-il quand nous cessons d'aimer? Bonsoir, vous venez d'entendre un extrait de L'Inventaire des rêves de Chimamanda Adichie aux éditions Gallimard dans la collection du Monde entier. C'est un extrait qui a été lu par la comédienne Stéphie Selma. Chimamanda Adichie, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Vincennes. Vous êtes venu il y a quelques années à l'occasion du Festival America. C'était, je crois, en 2008 ou 2010. I really don't remember. Yeah, me too. Je ne me souviens pas du tout. It's been so long. I think maybe even before that. Yeah. C'était peut-être même avant ça. I think so. Okay. It but- was for the autour de ton cou, around your neck. Or maybe I was thinking it purple was for hibiscus? purple hibiscus. Yeah. I might be wrong. I really don't remember. My memory is a mess. But you do remember Vincennes. Vous vous souvenez de I Vincennes? remember walking on narrow, dark streets. Donc, ce dont je me souviens de Vincennes, c'est surtout d'avoir marché dans des rues étroites et sombres. Alors, vous êtes né au sud du Nigeria. Vous arrivez aux États-Unis à l'âge de 19 ans pour y poursuivre vos études. Vous obtenez un master en création littéraire ainsi qu'une maîtrise en art d'études africaines. Vous êtes docteur honoris causa de plusieurs universités dans le monde et vous venez d'obtenir ce même titre honorifique de la prestigieuse université Paris-Sorbonne. Toutes nos félicitations. Thank you. En 2003, vous écrivez L'Hibiscus pourpre, qui vous introduit sur la scène littéraire. On y suit l'histoire de Kambili et de son frère élevé dans la rudesse des sectes chrétiennes fondamentalistes.
Votre deuxième roman, L'autre moitié du soleil, publié en 2006, raconte la vie de deux sœurs séparées par la guerre civile du Biafra, un sujet qui vous touche puisque vos deux grands-pères sont morts durant cette guerre. En 2013, votre roman Americana, véritable tour de force littéraire, raconte l'histoire d'Ifemelu, jeune Nigériane émigrée aux États-Unis, confrontée pour la première fois aux questions de race et de racisme. Vous avez également commis des essais, dont le poignant et magnifique Note sur le chagrin, qui raconte la mort de votre père durant la pandémie et l'impossibilité d'assister à ses funérailles. Mais c'est un petit essai, Nous sommes tous des féministes, paru quelques années plus tôt, qui vous propulse au rang de pop star mondiale. Vous devenez ainsi une icône du féminisme, et votre talent en tant que romancière fait de vous une voix originale, comptant parmi les plus influentes de la littérature contemporaine. Votre plume mordante, drôle et libre nous emporte du côté d'un monde globalisé, résolument moderne, où les cultures se côtoient, quelles que soient les frontières. Tous vos textes sont traduits dans le monde entier. On les retrouve en France dans la collection de poche Folio. Et votre dernier roman, L'Inventaire des rêves, traduit en français par Blandine Longre, sort aujourd'hui en France, chez Gallimard, dans la collection du monde entier. C'est un grand, grand honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Et pour moi, qui ai lu tous vos livres, c'est un peu comme d'avoir Simone de Beauvoir et Toni Morrison à la fois à mes côtés. Merci encore, merci. Alors, l'Inventaire des rêves est composé de 4 voix de femmes dans le Nigeria et l'Amérique du confinement. 4 femmes complexes et passionnantes dont les destins sont intimement liés. Il y a Chiamaka, la douce rêveuse, l'éternelle amoureuse, la voyageuse en quête de sens. Il y a Zikora, peut-être la plus conventionnelle, qui rêvait d'une vie toute tracée, mais les choses ne se passeront pas tout à fait comme elle le souhaite. Il y a Kadiatou, victime du sort, victime de la violence des hommes, mais tendre, aimante et généreuse. Et enfin, Omélogore, l'indépendante, la femme d'affaires libérée, ambitieuse, philanthrope, fière de ses racines, de sa culture, de son pays. Donc c'est un roman sur les aspirations, sur les femmes aujourd'hui, sur leurs attentes, leurs espoirs, leurs aspirations. Est-ce qu'on doit lire ce roman comme un roman sur l'amour? Yes. Yes, we should. Well, thank you everyone for coming today. It's actually quite nice to be back in Vincennes, even though my memory of it is of dark streets. But it's nice to be back. It's quite beautiful outside. I think, I would actually argue that almost all literature in the end is about love. And it can be about other things, but I think love is always there. But this book in particular, I think, yes, there's and I don't just mean romantic love. I mean love in all of its permutations, but also how love is connected to so many other things that I'm interested in longing, in dreaming, in what we dream about, and also in the ability or the possibility of knowing ourselves and knowing other people. So for a long time I've been thinking about what does it mean to be loved? And I'll tell you my conclusion. My conclusion is that to love a person is to attempt to know them. So I think love and knowledge are really connected. And whether or not we can actually in the end fully know another person, I don't know. But I think to love is to attempt to know. And I think that this novel is about that. Alors oui, je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je suis ravie d'être de retour à Vincennes et même si j'ai gardé ce souvenir de petite rue étroite et sombre, en fait, je vois bien que c'est très beau dehors. Oui, et je défendrai même l'idée d'ailleurs que tous les romans et toute littérature parlent au fond d'amour. On peut aborder d'autres sujets dans un livre, mais l'amour est toujours présent et c'est le cas dans celui-ci en particulier. C'est un roman qui parle d'amour, mais pas seulement d'amour romantique, de toutes les formes d'amour et aussi en lien justement avec cette question des désirs, des aspirations, des rêves et de notre capacité à nous connaître nous-mêmes et à connaître les autres. Ça fait longtemps que je réfléchis à ce que ça signifie
d'être aimé. Et la conclusion à laquelle je suis parvenue, c'est que aimer et être aimé, c'est essayer de connaître l'autre. Est-ce qu'on peut réellement connaître pleinement l'autre? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je pense que aimer, c'est essayer de connaître l'autre. Alors, je le disais en introduction, le roman raconte l'histoire de quatre femmes. J'avais choisi de ne pas vous poser la question de ces 12 années de silence, parce que j'imagine qu'il a fallu du temps pour composer toutes ces voix, qu'elles ont dû certainement maturer, mûrir en vous. Laquelle de ces femmes s'est imposée d'abord à vous en premier? I don't actually know which one came first, but I also want to say that the reason it has taken so long to write this book is not because I needed time to find the characters. It's because for many years I could not write. I was blank, and writer's block is an expression I don't like because I'm superstitious, but yes, I had writer's block. And it's a very scary place to be if writing, as it is for me, is the central motif of your life. Writing is what gives me meaning. And when I write in fiction, I should say, because I also write nonfiction. And when I couldn't write fiction for a number of years, I was miserable, and it was a horrible place to be. And so I just felt so relieved when I could finally write again, and I started writing this novel. But before I started writing, I think I had in my head the characters, but they weren't formed. They were, they were shadows. But I knew I wanted to write a book about women. I knew I wanted to write a book about contemporary women. I wasn't sure if there would be 4 or 3. And for me, the writing process is a discovery. It's when I start working, that's when I know what the story is about. I start off with a vague idea, but I don't plan my fiction. And so in thinking about the first, I would say maybe, actually, you know what? I don't know which woman came first, but the sentence came first. The first line of the novel has been in my head for many years. And I kind of knew that I wanted to write something with that sentence as, in a way, the center of the story. But maybe Zikora came first, maybe? I think they all came at the same time. They all came at the same time. It's kind of like asking a woman, which one of your 5 children do you love the most? And then she says, I love all of them equally, but actually there's always a favorite, right? So I'm going to pretend and say that all of them came at the same time. Alors pour le personnage qui est venu en premier, en fait, je ne sais pas, mais je voudrais préciser que si j'ai mis aussi longtemps à publier ce roman, c'est pas parce qu'il m'a fallu ces 12 années pour rencontrer ou trouver les personnages, c'est parce que j'ai souffert pendant des années d'une incapacité à écrire, d'un vrai syndrome de la page blanche, on dit writer's block en anglais, le blocage de l'auteur. J'aime pas trop l'expression parce que je suis superstitieuse et que c'est vraiment très effrayant de se retrouver dans cette situation quand l'écriture est le centre de votre vie, quand c'est vraiment ce qui donne du sens à votre vie d'écrire de la fiction, parce que j'ai continué à écrire de la non-fiction, mais en tout cas de la littérature. Et quand je n'ai pas pu écrire pendant tout ce temps-là, j'étais extrêmement malheureuse et j'ai été vraiment soulagée au moment où j'ai réussi de nouveau à écrire et où je me suis mis à ce roman. Je pense que les personnages étaient déjà là dans ma tête, peut-être pas complètement formés, un petit peu comme des ombres. Ce que je savais en tout cas, c'est que je voulais écrire un livre sur des femmes d'aujourd'hui. Je ne savais pas si elles seraient 4 ou 3. Souvent, pour moi, c'est dans l'écriture, dans le processus d'écriture, que l'histoire se dévoile peu à peu. C'est comme ça que je commence à comprendre en fait ce dont ça parle. Au départ, j'ai une idée assez vague, j'ai pas forcément de plan. Donc je ne sais pas laquelle est venue en premier, mais je sais qu'en revanche, la première phrase, celle-là, je l'avais en tête depuis des années, que je voulais écrire une histoire autour de cette première phrase du roman. Mais c'est un peu comme quand on demande à quelqu'un lequel de ses 5 enfants il préfère. Je peux faire semblant que je les aime tous autant, qu'ils sont venus tous en même temps, mais en réalité, j'ai peut-être une préférée, effectivement. Alors, en tant que lecteur, on essaie toujours de chercher, de retrouver l'auteur ou l'autrice qu'il y a derrière les personnages. À laquelle de ces 4 femmes vous ressemblez le plus ?
Madame Bovary, c'est moi. all of them. I think, but more really, I think there's a part of me in all of my characters, really, but it's hard for me to say. I feel, because I really do not think that I am any of them, but I can tell you that my husband, when he was done reading it, and I asked him, do you think I'm like any of the characters? And he said, yes. And I said, really? And I said, which one? And I was my heart was pounding, because I was thinking, it better be the character that I like. And he said, actually, two characters. He said, Chia and Omelogo. Really? Omelogo is the one I most admire. Chia, I think, can be a little bit annoying. A bit. Alors, je pense qu'il y a un peu de moi, évidemment, dans chacun de mes personnages. C'est difficile à dire. Je ne me reconnais pas dans un personnage en particulier, mais la question, je l'ai posée à mon mari. Je lui ai demandé s'il trouvait qu'il y avait une de ces femmes qui me ressemblait. Il m'a répondu que oui. J'étais très surprise. Je lui ai demandé laquelle, en espérant, le cœur battant fort, que ce serait une de celles que j'appréciais le plus. Et il m'a répondu, en fait, en me donnant deux personnages, celui de Chiamaka et celui de Omelogore. Il pense que je ressemble aux deux. Omelogore est sans doute celle que j'admire le plus. Chiamaka, elle est un petit peu agaçante. Alors, vous avez déclaré que l'Amérique est le pays où pour la première fois vous vous êtes senti noir. Quelle influence et quel magnétisme ce pays exerce-t-il sur vos personnages et sur vous encore aujourd'hui? Well, I can tell you what it used to have, because a lot has changed. So, America was, and I think this is true for so many people in different parts of the world, that America is an aspirational place. America is where we would look to for how things should be. And so if something crazy happened in Nigeria, we would say, go to America, that would never happen. And also for me, America was possibility, because I went to the US when I was 19, and it was really because I was running away from becoming a doctor. So I had started studying medicine in Nigeria, and I was very unhappy. And because I was already in the science track in Nigeria, and I didn't want to be, I was so sick of chemistry and biology and physics, and I knew so much about American liberal arts colleges, and I thought this was a marvelous thing, that you could go to college and study all kinds of subjects. And so that's why I went to America. And of course, I was also published in America. And so America for me, was possibility, that in some ways I took my dreams to America. But at the same time, America is complicated. Race is very much a present thing, often constraining. And when I was in Nigeria, I didn't ever have to think of myself as black, for obvious reasons. We're all black, mostly. And we have other, in Nigeria, you think about your ethnicity and you think about your religion. And class plays a role as well. But in America, I think my biggest discovery really was race. And of course, it wasn't that I did not know that I was black. Of course, I knew, and I was, very happily black. I think there is no better skin color than chocolate. But but it was all of the things attached to it, right? I remember thinking, and I'm a Nigerian. There's a kind of arrogance that we have as Nigerians. Nigeria is kind of like the America of Africa. We think we're better than everyone else. And so I went to America, and I realized these people thought that because I was black, there were certain things I couldn't do. And I thought, you're crazy. I thought, this is madness. But of course, there were other things, the expectation, the kind of stereotypes of blackness and that was difficult for me coming from Nigeria. But also there were other things. I discovered African-American literature and history, and I really think that African-American, there's a character in the book who says that African-American, the greatest ethnic group in the world is the African-American ethnic group, because they have been so deprived, and yet their culture, in some ways, is everywhere in the world. African-American music, African-American cultural productions, and I felt that way when I went to the US. And so discovering race wasn't all negative.
I felt that I got a bigger sense of what I like to call being emotionally Pan-African. So I feel a connection to all peoples whose roots are from the continent, you know, whether they're in Brazil or in Paris. Yeah, that's. Alors, je peux parler de l'influence ou de l'attraction que l'Amérique exerçait sur moi ou sur les personnages, parce que les choses ont quand même beaucoup évolué récemment. Mais je pense que c'est une vérité qui s'applique dans beaucoup d'endroits du monde, le fait que l'Amérique représente un peu l'aspiration, l'idéal. Souvent, quand quelque chose se passait mal au Nigeria, quand je grandissais, on disait bah, ça n'arriverait jamais aux États-Unis. Et les États-Unis, pour moi, ça a aussi été le pays des possibles. Quand j'y suis allée à 19 ans, c'était pour fuir les études de médecine que j'avais entamées, qui ne me plaisaient pas du tout. J'avais pas du tout envie d'être docteur. J'étais un peu coincée dans cette filière scientifique et j'en avais marre de la chimie, de la biologie. Et j'avais entendu parler de ces universités américaines très pluridisciplinaires où on pouvait étudier ce qu'on appelle les liberal arts, donc toutes sortes de disciplines artistiques. Et ça me paraissait beaucoup plus intéressant. Et j'ai été effectivement publiée aux États-Unis. Donc ça a été vraiment le pays où j'ai porté mes rêves. Mais évidemment, ça reste extrêmement complexe. L'Amérique, c'est un pays aussi où la question de la race est effectivement très présente et très contraignante. De fait, au Nigeria, je n'étais pas du tout obligée de me penser comme noire, puisque la plupart de nous le sommes. On se pense plutôt en termes de catégories ethniques ou surtout religieuses et de classe sociale au Nigeria et pas tant en termes de couleur de peau, alors qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert qui est extrêmement important. Je n'avais sans doute pas conscience, c'est pas que je ne savais pas que je n'étais pas noire, d'ailleurs j'étais très fière de l'être, je pense que la couleur chocolat est la plus belle couleur de peau qui soit, mais je n'avais pas conscience de tout ce qui allait avec, et aussi parce qu'au Nigeria on a une forme d'arrogance, on est un petit peu quelque part les Américains de l'Afrique, on pense qu'on est meilleur que tout le monde, et donc arriver dans un pays où on me disait que parce que j'étais noire je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais me paraissait complètement dingue. C'est vraiment ce rapport aux stéréotypes attachés aux noirs qui était plus difficile, mais ça a été aussi la découverte de la culture afro-américaine et de sa littérature, de son histoire. Il y a un personnage dans le livre qui dit que pour lui c'est le meilleur groupe ethnique qui soit, le plus intéressant et le plus puissant qui soit, parce que malgré tout ce qu'ils ont pu endurer, leur culture est partout aujourd'hui. La musique, les productions culturelles afro-américaines, elle inonde le monde, et c'est quelque chose que j'ai constaté en arrivant aux États-Unis, donc c'était pas uniquement quelque chose de négatif. Donc ça m'a permis aussi de me sentir émotionnellement panafricaine, de me sentir en lien avec tous les gens qui ont des racines en Afrique, que ce soit ici des Parisiens, des Brésiliens ou en Amérique. Alors, votre personnage de Mélogore, qui est une femme assez franche, elle semble penser que l'hypocrisie américaine ne vaut pas mieux que la franchise nigériane, justement. Je pense notamment à la scène du dîner où elle rencontre Darnell, l'amoureux de Chiamaka. Elle s'insurge d'ailleurs contre cette classe vertueuse, bien pensante américaine. Elle se fait un peu rabrouer par ses copines. Est-ce que vous pensez, vous, que l'on doit adapter son discours selon le pays dans lequel on se trouve, ou qu'au contraire, il faut affirmer sa pensée, quel que soit, au risque de choquer les mentalités? That's an interesting question. I wonder whether I should give you my honest answer or if I should be polite. Because honestly, I think we should say what we think. But at the same time, it's not, I think it's also contextual. I mean, I think intent also matters. I don't think that we should say things with the sole intent of causing pain or harm. But I think that we should not lie in order to make people feel better, or we should not lie because we think that's what people expect of us. I'm incapable of not saying what I think, and for good and bad, right? But I just really believe that there's something refreshing about honesty, so that at least you know where you stand with people, right? I've always been suspicious of people who don't say what they really think, because you just sense that maybe they have really horrible, dark thoughts that they're hiding, even if they don't, because they're not really saying what they think. But I have to say, though, that in particular for women, I think women and girls are often socialized to be nice, which often means don't really say what you think, be nice. And I really, really
reject that. I think it's very dangerous for women. I think it's important not to feel that your primary reason for being in the world is to be liked. So sometimes say what you think, even if it means that somebody will not like you. I've always said the world is such a wonderfully glorious, multifaceted place. Somebody will like you for you. You don't have to, pretend. So Omelogo, yes. But I admire her a lot because actually she's a bit more direct than I am. Alors, c'est une question intéressante à laquelle je ne sais pas vraiment si je dois répondre honnêtement, mais en réalité, je crois que je pense qu'il faut toujours dire ce qu'on pense et que je ne suis pas vraiment capable de faire autrement. Évidemment, ça dépend des circonstances. Il ne s'agit pas de dire les choses uniquement pour blesser, mais il ne faut pas non plus mentir juste pour que les gens se sentent mieux ou pour répondre aux attentes dont on pense qu'on pense que les gens ont pour nous. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment capable de faire autrement que de dire la vérité. Mais c'est assez rafraîchissant, finalement, je crois, d'être honnête. Au moins, on sait où les gens se placent, on sait ce qu'ils défendent. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, il y a toujours un petit peu le soupçon que peut-être il dissimule des pensées très sombres. Et je pense que les femmes, en particulier, sont socialisées d'une manière qui leur enseigne à se montrer gentilles, à ne pas dire ce qu'on pense pour ne pas blesser. Et c'est quelque chose auquel je m'oppose profondément. Je pense que c'est extrêmement dangereux pour les femmes et pour les jeunes filles. C'est très important de se dire que la principale raison qu'on a d'être au monde n'est pas d'être apprécié, d'être aimé. Et parfois, quand les gens souffrent de ne pas être appréciés par telle ou telle personne, j'aime rappeler que le monde est un endroit suffisamment vaste et merveilleux pour qu'il y ait bien quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Mais en tout cas, effectivement, Omelogo dit ce qu'elle pense, et je l'admire beaucoup parce qu'elle le dit même encore plus que moi. Chemaka est peut-être un peu plus comme ça, elle est peut-être plus réservée, moins franche. Alors, on disait en introduction qu'elle écrit des petites chroniques de ses voyages, des petits récits de voyage, mais elle parle souvent de son passeport nigérian comme étant un problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est difficile de voyager avec un passeport nigérian? A Nigerian passport is an object of humiliation. You present the passport at almost every embassy in the world, and you're going to have a difficult time getting a visa. And so I think because, and my feeling is, and obviously I think this is horrible, is that there is a kind of collective punishment that Nigerians have to endure, which is to say that because a number of Nigerians have maybe been fraudulent or have been involved in some sorts of scams, it seems to me that embassies have decided that every Nigerian has to be responsible for that. And so when it seems that many embassies do not believe that a Nigerian just wants to travel, right? They just think there's something you're hiding, right? Or they think you're going to stay on and overstay your visa. And it's also interesting because often there is no distinction between Nigerians who clearly can afford to travel and Nigerians who cannot. It's just having the passport. And in my case, and even with my relative privilege of being fairly well known, and I used to get so many just the most ridiculous problems at embassies, and where people would say, ask for extra things to prove that I would come back. And some countries I would think, why would you think I even want to stay in your bloody country, right? I mean, Italy, I remember some years ago, and they were so difficult, and I thought, I don't want to stay in Italy. I'm just going for 2 days, right? But this kind of humiliation of constantly having to prove your own moral worth in order just to travel, which for many other people in other parts of the world, travel is a thing they take for granted. But for many Nigerians, even those who can afford to, there are many difficulties. And so I think it's important in thinking about travel writers that, it's not all the same. If you have an American passport, you can get up and go, right? If you have a passport from, Singapore, you can get up and go. Not for Nigeria.
Alors le passeport nigérian est effectivement une source et un objet d'humiliation un peu partout dans le monde. On rencontre des difficultés absolument partout. Mon sentiment est que c'est une sorte de sanction collective infligée à tous les Nigérians parce qu'on a entendu parler de quelques Nigérians impliqués dans des fraudes ou dans des affaires d'escroquerie. C'est comme si les ambassades un peu partout dans le monde nous tenaient tous responsables et personne n'a l'air de croire que les Nigérians peuvent juste avoir envie de voyager pour voyager. Il y aurait forcément un motif caché, il y aurait forcément la volonté de dépasser la durée de son visa, et ça ne fait pas de différence entre les Nigérians qui ont les moyens justement de voyager et ceux pour qui c'est extrêmement difficile. C'est vraiment une question de passeport. C'est comme si, moi, malgré tous les privilèges que j'ai, la renommée que j'ai, je me retrouve régulièrement dans ces situations absurdes. On me demande des preuves supplémentaires du fait que je ne vais bien repartir, que je compte bien quitter le pays. On m'a même déjà, en Italie, je me souviens, ne me croyait pas sur le fait que j'allais bien quitter l'Italie, que je n'avais absolument pas l'intention de rester dans ce pays. Donc il y a une forme d'humiliation qui est liée au fait de devoir à chaque fois prouver sa valeur morale, sa moralité, à chaque fois qu'on a envie de voyager. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où voyager est quelque chose de naturel, qu'on tient pour acquis, quand on peut se le permettre, mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Quand vous avez un passeport américain ou quand vous avez un passeport singapourais, c'est clairement pas la même chose que quand vous avez un passeport nigérian. Donc c'est pour ça que c'était intéressant la question de l'écrivain voyageur. Alors il y a un très très beau passage où Zikora a le sentiment que les hommes sont des voleurs de temps. Les femmes de votre roman subissent la pression du temps qui passe. Leur famille leur rappelle d'ailleurs cette horloge biologique constamment. Ne pensez-vous pas que cette pression sociale sur le corps des femmes est aujourd'hui moins élevée? Not really, no. No, really, and I think this is true really for many cultures, not just Nigeria, but I think that there are some countries where it's more intense. In Nigeria today, young women are under pressure to get married. I mean, there is still this idea of marriage as the aspirational peak. And when they turn 26, they have relatives who are saying to them, well, what's going on? Well, hurry up, And and you find that people then go into marriages and relationships that are unhealthy for them, but because they feel this pressure. And Zikora, Zikora, I think you did say it, she's the one who has the most conventional dream. She wants the husband and the children, and she thinks that it will happen, and it doesn't, right? And she starts, she questions that. But I think for Zikora, the men that she's been with, that she refers to as thieves of time, because in her opinion, they stole her time. And to be a woman who wants to have children is automatically to have limited time. It's unfortunate. I think nature was misogynistic because, no, but this is true. Why, we're born with all of our eggs. Do we? Yeah, but we're born with all of our eggs, and men have active sperm cells when they're 200 years old. But we, our eggs start to decline when we're 38. It's ridiculous. And so, and I think it puts pressure on women, right? It's for women who want to have children. And that pressure can be quite intense. And so for Zikora, she's with these men, and she's waiting for them to propose. This is the other thing that I find fascinating. That you are an independent woman, you have a wonderful life, you have a great job, and you're in a relationship, and you want it to progress to marriage, but you don't have the power to make it go there. I mean, there's still, and this is also true, I think, in Western culture, the waiting, I find it. So Zikora waits and waits and waits. And so she thinks that they've stolen her time because she's also thinking about her eggs. Her egg quality is decreasing.
Alors non, je ne pense pas vraiment que cette pression soit moindre aujourd'hui. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de cultures du monde. Il n'y a pas qu'au Nigeria, il y a des endroits où c'est plus intense que d'autres. C'est vrai qu'au Nigeria, la pression du mariage, elle est encore extrêmement forte. C'est vraiment l'aspiration suprême pour n'importe quelle fille. Et dès qu'on a 26 ans, la famille commence vraiment à mettre la pression, à s'exciter un peu pour qu'on trouve un mari. Et ça fait qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui se retrouvent dans des relations qui ne sont pas toujours saines parce qu'il y a justement cette pression. Zikora, vous l'avez dit au début, c'est sans doute la plus conventionnelle. Elle veut, cette vie-là, justement. Elle veut un mari, elle veut des enfants, elle y croit. Et en fait, ça n'arrive pas. Et ça la pousse à se poser énormément de questions. Et effectivement, les hommes qu'elle rencontre, elle les appelle des voleurs de temps. Parce que c'est un fait, une femme qui veut des enfants est confrontée à une limitation temporelle. La nature est quelque part assez misogyne, hein, c'est vrai. Le fait qu'on naisse avec toute notre réserve d'ovules et que celle-ci décline avec le temps, alors que les hommes n'ont clairement pas ce problème, c'est une restriction et une pression qui est extrêmement intense. Et c'est vrai que Zikora, elle attend qu'un homme lui propose le mariage. C'est quelqu'un qui est indépendante, qui gagne sa vie, qui peut sembler pouvoir réaliser toutes ces aspirations-là, mais celle-ci, elle n'a pas le pouvoir d'y arriver seule. Et c'est extrêmement frustrant et c'est ce qui la pousse à être en permanence en attente. Elle passe son temps à attendre et au fur et à mesure où elle attend, elle a conscience justement de la qualité de ces ovules qui déclinent. Alors, toutes ces femmes sont complexes et ont un destin assez particulier. Je pense à Kadiatou qui, elle, a un destin plus tragique. L'excision prend une place importante dans son récit, dans son histoire personnelle. En février, c'était la journée mondiale contre les mutilations sexuelles. Selon l'UNICEF, 30 millions de jeunes filles seront excisées durant les 10 prochaines années dans le monde. J'ai entendu également des chiffres disant qu'à quelques kilomètres d'ici, 7% des filles avaient déclaré avoir subi l'excision. Comment, selon vous, expliquer la persistance des traditions en dehors des territoires où elles prennent racine? That's an interesting question. I think we carry our culture with us. I think we carry our sensibilities with us, which is why, we move to a different country, but we, still want our food. We still want to dress as we do. And this, by the way, is not recent. I mean, when the British were sort of rampaging around the world, taking land in Africa and Asia, they brought their culture, right? They brought their things. They didn't go to Nigeria and adapt to Nigerian culture. They, took their things. And so I think it's not such an unusual thing that people go to new places and take their cultures with them. What's interesting to me about this female genital cutting, which I think is a horrific practice, is how the larger society has managed to so powerfully indoctrinate women so that it is in fact women who perpetuate this cutting. And I think it's just, it's also because these women have been raised to think of this as a good thing. This is what you need to do in order to get married. This is what you need to do in order to become a woman. And of course, the real thing, which is this is how we're controlling your body and controlling your sexuality, is not part of the thinking. But what I'm very excited about is reading about sort of internal dissent, so that in small communities in Mali, in Senegal, in Guinea, that there are women in small villages who are saying no. And what I find even more beautiful is that they're saying, let's do other things to find ways to kind of celebrate this passage from girlhood to womanhood. You could do a dance. You could find all kinds of ceremonies. We do not have to harm girls in order to say to them, this is how you become a woman, right? But it's true that people carry their cultures with them. And sometimes I think, in fact, that when people leave their homes, part of missing your home is you hold on even more tightly. And so you find that some immigrant communities are more conservative than the communities in the home countries, which is troubling in its own way. Alors je pense que
partout où l'on va, on emporte avec soi sa culture et sa sensibilité. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont s'installer dans un autre pays, aiment y retrouver leur cuisine, aiment continuer à s'habiller de la même manière. Et évidemment, ça n'a rien de récent. Quand les Britanniques sont allés piller et s'accaparer les terres dans l'ensemble du monde, et en particulier en Afrique et au Nigeria, ils ont eux aussi emporté leur culture et ne se sont pas adaptés aux coutumes locales. Ils ont apporté ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement ordinaire. Bien sûr, dans le phénomène de l'excision qui est totalement atroce, ce qui est intéressant, c'est la manière, enfin ce qui est crucial, c'est la façon dont la société au sens large a tellement endoctriné les femmes, et c'est d'une façon si puissante que ce sont en général les femmes en réalité qui perpétuent cette tradition, parce qu'elles ont été éduquées à penser que c'est ce qu'il faut faire, que c'est la chose à faire pour leurs filles, que c'est nécessaire pour pouvoir se marier, que c'est surtout nécessaire pour devenir une femme. Et la véritable dimension aussi de contrôle du corps, de contrôle sexuel, ça c'est pas forcément quelque chose qui est présent dans leur discours. Il y a vraiment le sentiment de faire quelque chose de bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans des petites communautés, que ce soit au Mali, en Guinée, dans d'autres pays, on voit de plus en plus de résistance intérieure. On voit de plus en plus de femmes qui disent non et qui essayent ensemble d'inventer de nouvelles façons de célébrer ce rite de passage de la petite fille qui devient femme, de dire que ça peut passer par d'autres formes de célébration, une danse, une cérémonie qui ne nécessite pas justement de blesser ces jeunes filles et de leur faire du mal. Mais les traditions, elles s'exportent partout où on va, et je crois que quelque part, quand on est loin de chez soi, le fait aussi de se sentir, justement, d'avoir la nostalgie du pays fait qu'on s'y accroche encore plus fort, et il est parfois troublant de voir à quel point les communautés immigrées peuvent être plus conservatrices que celles du pays d'origine. Pour continuer avec Kadiatou, elle est femme de chambre dans un grand hôtel. Elle est agressée sexuellement par un homme politique blanc, français. Vous faites clairement référence, je spoil un petit peu. Ce personnage est clairement inspiré de l'affaire DSK et de la pauvre Nafissatou Diallo. Quel retentissement cette affaire a-t-elle eu aux États-Unis et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en parler? So people were laughing because they knew what... Yes, they recognized. I guess it was a big story here. I wonder why. No. When I first... I didn't plan, really. I didn't plan to write a character based on Nafissatou Diallo. When I first heard the story many years ago, I was very interested in it. I felt a connection to her because she, like me, is West African. And of course, we're different in many ways. But I just felt that she was familiar, and I felt protective of her. But also I felt that America was wonderful because this woman who was a housekeeper in a hotel had accused this very powerful white man of sexual assault, and this white man was arrested. Right? And I thought this would never happen in Nigeria. This would never happen in Guinea, where powerful men get away with this all the time. And so I thought, this is wonderful. And then weeks later, her case was dropped. And the reason was that she had lied on her asylum application, which I thought was madness because, we're saying to women, if you want to get justice after a sexual assault, then you have to be perfect. You must not have lied even once in your entire life. And I felt that America had betrayed her. I felt that America had failed her. And the way that she was covered in the news was horrendous. I mean, she was called a prostitute. They constantly called her a liar. She was given no dignity at all, no dignity. And she wasn't even given the benefit of... It seemed to me that they started out with the premise, she's probably lying, and then they went from there, rather than she's probably telling the truth, and then going from there. And on the other hand, the way that the man was covered, the man she accused, was incredible. People talked about, oh, look how his political ambitions have been destroyed. And I'm thinking, well, yeah, but he destroyed them, But it seemed to me that there was a kind of almost a judgment on her, that she was held responsible for having brought this man down. And she wasn't allowed to be a human being. And so when I started writing this character, for me, the central goal was to create a character with dignity, to hopefully remind readers that when you read about these people in the news,
they're human beings. You know, they have full lives. They deserve dignity. They dream. You know, and I think it's very easy to forget that. Alors, c'était pas une idée, un plan de départ, hein, cette idée de baser un personnage sur Nafissatou Diallo quand j'ai commencé à écrire le livre, mais quand j'avais entendu parler de cette affaire, tout de suite, je me suis reconnue en elle. Il y avait un lien entre nous. On est évidemment très différentes, mais on vient toutes les deux d'Afrique de l'Ouest. Il y avait quelque chose de très familier dans cette personne, et j'ai eu immédiatement un sentiment protecteur. Ma première réaction a été aussi de penser que l'Amérique était vraiment un pays merveilleux, puisqu'on avait donc cette femme pauvre et impuissante qui accusait un homme blanc de l'avoir violée, et cet homme blanc a été arrêté, ce qui ne serait jamais arrivé au Nigeria, où les hommes puissants s'en tirent toujours quand ils font ce genre de choses. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, les poursuites ont été abandonnées. Et les poursuites ont été abandonnées parce qu'on l'a accusé d'avoir menti sur sa demande d'asile. Et ça me paraissait complètement dingue. Le mensonge donc portait sur quelque chose qu'elle avait fait des années plus tôt, qui était sa demande d'asile. Ça revenait à dire que si une femme voulait obtenir justice après une agression sexuelle, elle se devait d'être parfaite et de n'avoir jamais menti une seule fois de toute sa vie. Et j'ai vraiment le sentiment à ce moment-là que l'Amérique a failli et l'a trahi. La manière dont elle a été présentée dans les médias était absolument terrible. On l'a traitée de prostituée, on soulignait encore une fois ses mensonges. Elle était privée de toute dignité, et c'était comme si on partait du principe que parce qu'elle avait menti une fois, elle mentait forcément tout le temps, sans jamais lui donner le bénéfice du doute, et pensait qu'elle pouvait dire la vérité sur cette agression qu'elle décrivait, qui n'avait rien à voir. Pendant ce temps-là, on la tenait responsable aussi d'avoir détruit les ambitions de cet homme politique dont la carrière était brisée. Donc c'était comme s'il y avait un jugement aussi très fort qui était posé là-dessus, et j'ai eu vraiment le sentiment qu'elle était privée de son humanité. Donc quand j'ai décidé finalement de l'intégrer au livre et de l'écrire, le premier objectif, c'était de lui rendre cette dignité, de créer un personnage justement dans toute son humanité, un personnage qui a une vie pleine et entière, qui ait des rêves, et justement que peut-être en lisant ce personnage, les gens se rendent compte que ces personnes qu'on voit dans les journaux ont une vie pleine et entière, des rêves et des aspirations. C'est un personnage qui est très, très réussi, hein, très incarné, très réussi, magnifique. On revient au Mélogore, qui fait un détour par les États-Unis pour étudier la pornographie, ou plus justement l'impact de la pornographie sur l'éducation sexuelle des jeunes. Quelle est la part, selon vous, de ce que véhicule l'industrie pornographique sur les violences faites aux femmes? Well, I think also I cannot tell you how funny I find it and how satisfying when people say, she's studying pornography. Because I think often people think, wait, what? Did I just hear properly? Yes, pornography. So this character she leaves Nigeria and goes to the US because she, among other things, she wants to find something heroic. She wants to find something better than herself. But also she wants to study pornography because her thesis is that pornography is a teacher for young people. That it is mostly pornography that teaches young people about sex, and that pornography is a very bad teacher. And that because pornography teaches young boys about sex, young boys are likely to grow up to become men who have less than healthy ideas of what sex should be, and that this can then lead to sexual violence. That in other words, pornography normalizes sexual violence and portrays it as, something that women want sometimes. And so that if boys are taught in this way, they grow up to think that it's okay, which I think might explain why sometimes you find men who excuse sexual assault, who are always finding ways to downplay the seriousness of sexual assault. I agree with Omelogo. I really think that it is important for us to talk about how do we learn what we know. Right? Omelogo is a character who goes around asking people, well, how did you first know about sex? And of course she asks Kadiatu, who's this very conservative Muslim woman, and Kadiatu is thinking, what? But what's also interesting is that people, when surprised by that question, they answer. Right? So Kadiatu says, my sister told me. But for Melogo, she's curious about how do we learn? How do we learn what we know? Because I think how we learn what we know shapes what we know.
And so her goal is, Omelogo is very ambitious. She wants to study the industry, and then she wants to propose how we can demolish. I think that human beings are curious and are sexual beings, and so wanting to see pornographic content might be something that will always be there, but I think the content itself is something that can change. I mean, we can educate young people about how a lot of what they say in pornography is stupidity. Like nobody, yeah. I mean, there's just so much that is misogynistic. There's so much. I mean, a friend of mine, so I did a lot of research, and I won't tell you all the details, but I did have a friend who said to me, maybe what we should do is go back and tell kids, if you do want to watch porn, watch the 1960s, because those are a bit more human, and the women are not objects, which I thought was interesting. But maybe we should just do sex education better, teach young people, because it is true that, I think I would like for people in the audience to, think about how you learned what you know about sex, but also think about the young people in your lives and how they're learning about it, because it's so important to talk honestly about ways to reduce the horrible epidemic of sexual violence against women. Alors c'est assez satisfaisant d'entendre dire en toutes lettres donc, que mon personnage a étudié la pornographie, parce que souvent ça suscite des réactions où les gens ont du mal à croire que c'est bien le sujet. Donc effectivement, Omelogo, elle quitte le Nigeria, elle part aux États-Unis pour différentes raisons. Elle a besoin de trouver une forme de rédemption un peu héroïque, en tout cas de devenir quelqu'un peut-être de meilleur. Mais effectivement, la thèse sur laquelle elle travaille, c'est que la pornographie est un professeur de vie sexuelle, que c'est le professeur dont dépendent beaucoup de jeunes pour découvrir, pour apprendre le sexe, et que c'est un mauvais professeur qui conduit à développer et à répandre des idées pas très saines sur la sexualité. Et sa thèse implique que c'est aussi la source justement des violences sexuelles, que la pornographie normalise quelque part la violence sexuelle en faisant passer certains comportements comme quelque chose que les femmes désireraient, en faisant grandir les petits garçons notamment dans l'idée que ces comportements sont OK, et en donnant quelque part une excuse, ou en tout cas en minimisant la gravité de certaines violences sexuelles. Et je suis évidemment d'accord avec Omelogo. Je pense que c'est très important de parler de comment on apprend, comment on a appris ce qu'on sait. Et Omelogo, c'est la question qu'elle pose à toutes les personnes qu'elle rencontre. Comment est-ce que vous avez appris le sexe ? Elle pose cette question à Kadiatou, qui est une femme musulmane plutôt conservatrice, qui est choquée par la question ou surprise par la question, mais qui répond quand même, c'est ma sœur qui m'a appris. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont surpris, mais répondent. Et c'est important parce que la manière dont on a appris quelque chose a façonné aussi justement cette chose, ce que nous connaissons, ce que nous en connaissons. Omelogo, elle est extrêmement ambitieuse, donc elle a effectivement l'intention de démontrer justement cette emprise de la pornographie pour s'en prendre à cette industrie pornographique. Je pense qu'il y aura toujours une curiosité qui poussera les êtres humains à se diriger vers ce genre de contenu, mais qu'on peut changer la nature de ces contenus, qui sont quand même très largement misogynes. J'ai fait énormément de recherches, sans rentrer dans les détails. J'ai eu une discussion à un moment avec un ami qui disait que peut-être on pourrait dire aux jeunes que s'ils ont envie de regarder du porno, qu'ils regardent plutôt celui des années 60, qui était beaucoup plus humain, et où les femmes n'étaient pas forcément traitées comme des objets. Je pense qu'en tout cas, il faudrait une meilleure éducation sexuelle, et j'aimerais que les personnes présentes ce soir se posent la question de comment ils ont appris le sexe, comment ils ont découvert le sexe, et comment les jeunes qui sont dans leur vie aujourd'hui, comment ça se passe pour eux. Si on arrive à aborder ça de façon plus honnête, je pense que ce sera un bon moyen de lutter contre cette terrible épidémie de violence sexuelle qu'on connaît tous. Avec la réélection de Trump, on a le sentiment clairement que le droit des femmes régresse. Il poursuit son offensive féroce contre l'avortement. Aux États-Unis, quelle, selon vous, doit être la forme que doit prendre la lutte aujourd'hui ? It's it's been such a short time. I mean, this American administration has been there for 2 months. And it feels like 20 years because so much has happened in such a short time. But I think also the speed of all of the changes and actions of this government has, I think, left people a bit stunned.
And it feels to me that the opposition, the American left, are just so stunned, they're really not doing very much. I think that will change. But I think maybe the way that I think of it personally, because is that I've decided that I'm not going to give in to despair, right? So you follow the news, you're horrified by what's happening, but you just refuse to despair, because I think that the minute we think about hopelessness, then all is gone. I remember being shocked that Roe v. Wade was overturned, that abortion became illegal, or rather, as they claim, it became about states, but really it's illegal. And now I was reading about a doctor who's going to be charged with the crime of performing an abortion. And it's surprising because it's not at all what one would expect from a country that used to call itself the beacon of democracy. And for me, it's also that I really respect religious faith. I grew up Catholic. I respect people who are opposed to abortion. I respect that position. But it's a religious position. And I think, the point of religion is that it has to be personal. So if you do not like abortions, don't have abortions. But to impose that on everyone, to me, speaks to the inability to think of women as full human beings. The only thing that we have that is really ours on earth, I think, is our bodies. And it seems to me that if you are allowed to be a full human being, then you should be allowed to do whatever it is that you want to do with your body, as an adult, of course. And so this even just the fact that abortion is endlessly debated seems to me that we're forgetting that in the end, it's about autonomy, it's about freedom, it's about a woman's individual autonomy, a woman's individual rights, and shouldn't be about religious convictions of people. But I'm optimistic. I think that the next administration will overturn that. That's my, I think that the future has to be bright. It has to be. Alors, ça va tellement vite qu'on a l'impression que les 2 derniers mois, ça ne fait que 2 mois, équivalent à 20 ans, tellement le changement est brutal et rapide. Et je pense que ça laisse beaucoup d'Américains complètement sonnés, abasourdis, et que c'est aussi pour ça que l'opposition de gauche ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Mais je pense que c'est quelque chose qui va changer. En tout cas, moi je crois fondamentalement qu'il ne faut pas céder au désespoir. Quand on regarde les actualités, évidemment, c'est atroce, mais il faut refuser le désespoir, parce que dès qu'on commence à laisser entrer cette idée, c'est terminé. J'ai été évidemment complètement choquée que l'arrêt Roe versus Wade soit annulé, que l'avortement aujourd'hui dépend des États, ce qui fait qu'il est rendu de fait illégal et que les médecins peuvent être poursuivis à beaucoup d'endroits. C'est pas quelque chose effectivement d'attendu pour un pays qui se prétend un phare de la démocratie. Moi j'ai grandi catholique, donc je respecte la position aussi de ceux qui ne veulent pas l'avortement pour eux-mêmes, mais c'est une position religieuse, donc c'est une position qui est éminemment personnelle. L'idée de l'imposer à tous témoigne quand même de cette incapacité à voir les femmes comme des êtres humains à part entière. Notre corps, c'est la seule chose qu'on possède pleinement sur cette terre, et si on est un être humain à part entière quand on est une femme adulte, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut de ce corps. Et vraiment, dans ce débat sans fin sur l'avortement, ce qu'on perd de vue, c'est que c'est pas une question justement de conviction personnelle ou de religion, c'est avant tout aussi une question d'autonomie. Mais je pense que la prochaine administration probablement renversera de nouveau la donne et rétablira ces droits-là. J'ai confiance en l'avenir, et il le faut, cet avenir doit être radieux. Il y a aux États-Unis une longue tradition de mise à l'index des textes. La liste s'allonge de jour en jour, dirait-on. Certains de vos textes sont interdits dans les bibliothèques. Comment est-ce qu'on peut continuer à croire au récit national si les voix dissidentes sont effacées, ne sont pas accessibles? My feeling about book banning, while it's a terrible thing, of course, I think it also shows, it acknowledges how powerful books are. Right? So I think you do not ban a thing that doesn't have power. And so to ban a book is to acknowledge that a book is powerful, which is a good thing, I think. And, but the thing about these book bans that have come from the American right, which is that some parent looks at a curriculum in a school, sees a book, often don't read the book, and then start to petition to have the book removed.
And often it's because I guess they turn behind it and maybe they see a black writer and they're like, my God, it's about CRT, critical race theory. Or they see a gay writer and they're like, my God, they want to turn my children gay. I think it comes from, because they often don't read the books. I mean, there was a piece in the New York Times about how many of these people do not, in fact, read the books that they want to ban. They already have an idea of what they think the books are about and think that the books are bad for their children. But of course, the minute that I, for example, if I hear that a book is banned, I want to read the book. So I think there is even something rather wonderful about you're bringing attention to books by banning them. And some of the young people who have been interviewed about this say that they're curious. They want to read the books. And by banning books, you're killing curiosity. But I think that's happening, but there's also a large pushback against it. They have banned books weeks where people read the books that have been banned. And so I kind of like how it's acknowledging the power of books and also bringing attention to books that we might not even know about. I found some books from the banned books list and read them. Alors évidemment, c'est terrible d'interdire des livres, mais quelque part, c'est une manière de reconnaître le pouvoir des livres, je crois. On n'interdirait pas quelque chose qui, justement, n'a pas un pouvoir, n'a pas quelque chose de puissant. Donc, quelque part, il y a un aspect positif dans ces interdictions. Bien sûr, la plupart des interdictions qui viennent, notamment de la droite et de l'extrême droite, sont le fait de parents qui vont lire un programme scolaire et voir une liste de livres, en général, ne pas les lire et lancer directement une pétition pour les faire retirer, parce qu'ils s'imaginent toutes sortes de choses sur le contenu ou qu'ils ont vu une écrivaine noire en photo derrière. La plupart du temps, il y a un article du New York Times qui en parlait, ils ne savent absolument pas ce qu'il y a dedans. Mais moi, quand j'entends dire qu'un livre a été interdit, en général, ça me donne envie de le lire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont justement attirés, et ça suscite une forme de curiosité vers ces livres qui ont été interdits. Et il y a quand même beaucoup de résistance. Il y a des lectures de livres interdits qui sont organisées, et moi-même, je trouve régulièrement des titres et des livres à lire dans ces listes de livres interdits. Alors le temps passe, malheureusement, il va falloir qu'on se quitte, mais j'ai envie qu'on reste sur cette idée du pouvoir qu'on donne à la littérature. Si vous êtes d'accord de rester sur cette idée. Merci beaucoup, Chimamanda Adichie, d'être venue ce soir. Merci. Thank you, Regine. Thank you. Thanks, Marguerite. Merci. Merci. Je vous laisse continuer d'applaudir. Je voudrais qu'on remercie Marguerite Capel qui a fait l'interprète ce soir. Je voudrais remercier également Odile Ben Ali, Nathalie Ocard et Stéphane Agas à la régie. Merci, la ville de Vincennes, pour le prêt de cette salle. Des éditions Gallimard, un chaleureux merci à Tiffany Gassouk, votre éditrice, Charlotte Fagard, Stéphanie Nioche et Alexandra Dembik. Merci beaucoup. Merci Chimamanda. Merci. C'était pas mal. We're proud of it. Wait, hold on. I need to make sure I get the spelling. Yes. Yeah. Mommy. Thank you so much. I'd like to give you, but I have to keep that. No, you should. Thank you. No, that's fine. I don't want to ruin it. No, you have to hear. No. Well done. Thank you. Thank you for your On peut commencer maintenant. Tu veux que je te tienne un truc? Quand on arrive là-bas, on est fébrile comme ça. Moi, je vais lui demander où est-ce qu'il est né.
lequel c'est